truc important. Et c'est ça qui explique un peu le passage d'un modèle de société à un autre. On a connu depuis le 19e siècle le modèle industriel, la production de l'énergie et la production de plein d'autres choses, elle est dans ce modèle-là, un modèle industriel qui est un modèle qui est très très centralisateur. C'est-à-dire que c'est une petite minorité qui produit, et en l'occurrence l'énergie, pour l'immense majorité de la population. Les énergies fossiles, les énergies nucléaires, c'est ça, c'est des technologies extrêmement compliquées, extrêmement coûteuses aussi, et donc c'est une minorité qui produit pour tout le monde, avec des intégrations très verticales de la production comme ça, qui va de l'extraction à la distribution, en passant par la transformation, etc. Voilà. Donc maintenant on passe à un modèle plus décentralisé. C'est ça, on passe à un modèle plus décentralisé, mais du coup, on a vu aussi, on en a parlé depuis tout à l'heure, le début d'après-midi, décentraliser totalement, ce qui serait par exemple le fait que chacun ait ses panneaux solaires, que chacun ait sa petite éolienne au fond de son jardin, que chacun ait sa petite centrale de biométhanisation, etc. Ça n'a aucun sens en fait. Ce serait pas un modèle efficace, ce serait un modèle qui serait pas efficient, etc. Donc il faut trouver la bonne échelle. Probablement que une éolienne pour un quartier, des panneaux solaires mutualisés, partagés au niveau communal sur le toit d'un bâtiment communal, d'un centre sportif ou quoi, et qui alimenterait les quartiers, les riverains, etc., c'est plus intéressant. On peut prendre la même chose pour l'alimentation, parce que du coup, dans le festival maintenant, là, on va parler aussi d'alimentation, c'est exactement le même principe. Soit c'est une petite minorité qui produit toute l'alimentation, et c'est un peu le cas pour l'instant de l'alimentation industrielle, où au niveau des légumes, quasi tout est produit en Espagne, où il y a 30 000 hectares de serre à Almeria, et du coup, c'est eux qui produisent tout. Inversement, que chacun soit en autarcie au niveau alimentaire et que chacun produise tout, ça n'a pas de sens non plus. Donc, il faut trouver la bonne échelle. Et la transition, c'est ça, en fait. Et pour vous, la bonne échelle, elle est locale? Alors, la bonne échelle est locale. Je vais y arriver, petit à petit. L'idée, si vous me permettez, juste y arriver. Voilà. Vers le but, si vous voulez bien. Parce que, du coup, il faut mutualiser. D'accord? On est d'accord qu'il faut mutualiser. Sans retomber dans le fait que ce soit une petite minorité qui produise tout. Parce qu'à partir du moment où c'est comme ça, on n'a plus de pouvoir de décision. Et donc, il faut arriver à lier l'échelle de production avec l'échelle de décision. Les deux sont extrêmement importants. C'est là que ça devient intéressant. Quelle est la bonne échelle pour décider? C'est ce que monsieur Pironnet disait. Quelle est la bonne échelle de gouvernance? Quelle est la bonne échelle pour décider? Il faut bien comprendre que si on centralise la production, du coup, les décisions, elles se prennent à des niveaux nationaux, internationaux, parce que les producteurs produisent directement pour des millions de personnes. Et on ne peut pas décider à des millions. Donc, par exemple, ici, je ne sais pas, peut-être monsieur, mais qui ici a un pouvoir sur EDF, par exemple, et sur le nucléaire? Moi, pas grand monde, je ne sais pas, peut-être monsieur, oui. Moi, EDF, non. Ouais, voilà. Mais bon, non, voilà. Donc du coup, voilà, EDF, c'est le premier producteur d'électricité en Europe, deuxième mondial. Bon, personne ici a un pouvoir dessus, de décision. Qui a un pouvoir sur les pays exportateurs de pétrole? Ici, probablement personne, quoi. Donc, si je décide de tout seul parce que je produis tout seul, moi j'ai un pouvoir de décision immense, mais c'est inefficace. Si si c'est une petite minorité qui produit, j'ai pas de décision. Et notre système politique, il est construit sur le modèle industriel centralisé. Comme on produit pour des millions de personnes, du coup, on ne s'est pas décidé ensemble. On doit se choisir des représentants qui vont choisir pour nous, qui vont décider pour nous au niveau régional et au niveau national. Et puis, parmi eux, on va encore en choisir certains qui vont représenter la région ou les pays au niveau international. Mais du coup, on a très, très peu d'emprise, quoi. Et donc, vous voyez qu'il y a un lien entre un modèle centralisé de la production de l'énergie et un modèle centralisé de la décision, qui est le système représentatif. Et donc, inversement, là, j'en viens à la démocratie participative, il y a un lien intrinsèque, on va dire, entre les énergies renouvelables et la démocratie participative. Si mon énergie provient d'une éolienne qui est gérée par une coopérative comme à Moucron ou comme ce que fait Enercoop, où on est, je sais pas, imaginons on est 250 personnes dans cette coopérative, évidemment, j'ai beaucoup plus facilement mon mot à dire parce que je peux participer à les assemblées générales, etc. Bon. Si on peut reprendre le même exemple avec l'alimentation, si mon alimentation elle vient pas dans l'énergie, si oui, non, mais juste pour comprendre. Bon, juste pour comprendre. On a compris que forcément il y a une plus grande implication D'accord, du citoyen s'il est dans la gestion. Donc, vous voyez comme le passage d'un mode de production industriel, donc les énergies fossiles, à
un mode de production décentralisé des énergies renouvelables, comment ça va de pair avec aussi le passage d'une démocratie représentative à une démocratie représentative à une démocratie participative. Et ça amène 3 recommandations, je pense. Un, il faut respecter ces échelles. C'est-à-dire qu'on ne gère pas les énergies industrielles et centralisées avec de la démocratie locale. Ça marche pas, en fait. Avec des initiatives citoyennes, etc. Par exemple, Genappe en transition, je fais partie de Genappe en transition, donc je trouve que c'est tout à fait bien ce qu'on fait, mais on n'a aucun impact sur la diminution de l'extraction de pétrole au Moyen-Orient, sur la gestion des centrales nucléaires, etc. On n'a aucun impact là-dessus. Parce qu'une dynamique qui est bottom-up, qui part d'en bas comme ça, elle ne sera jamais effective sur des secteurs qui sont gérés top-down, d'en haut. Si on veut, des dynamiques horizontales ont très peu d'influence sur des dynamiques verticales, quoi. Inversement, vouloir gérer des enjeux qui sont locaux, et les éoliennes par exemple et les énergies renouvelables ont toujours un enjeu local parce qu'il faut les implanter concrètement quelque part, avec une démocratie représentative qui est centralisée, ça amène systématiquement une espèce de sentiment de désappropriation. Les gens ont l'impression qu'ils n'ont pas pu décider, quoi, que les décisions viennent d'en haut, et je mets des guillemets, enfin, viennent d'en haut, et qu'eux, ils subissent ces décisions-là. Ils ont dit, c'est le fonctionnaire délégué qui a décidé, c'est le ministre qui a décidé. Pour d'autres secteurs, c'est Strasbourg, c'est Bruxelles, etc. Et c'est comme ça qu'on en vient au fait qu'il y a, comme on a dit tout à l'heure, il y a un projet sur 10 qui aboutit dans l'éolien parce que tous les autres sont bloqués, parce que les gens ont l'impression que c'est pas eux qui ont pu décider et qu'on leur a imposé ça. Bon. Et c'est une dimension importante, M. Dutroux avait parlé de ça, c'est ce qu'on appelle en anglais le skin in the game, la peau en jeu. C'est pas l'objet du débat là, mais c'est important pour comprendre. Dans une organisation sociale qui fonctionne bien, c'est pas normal que ceux qui prennent des décisions n'aient pas à subir les conséquences de ces décisions-là. Alors là, nos ancêtres grecs et romains, ils avaient très bien compris ça, particulièrement les Romains. Hein, en simplifiant, on ne peut pas décider de la guerre sans aller soi-même à la guerre, quoi. Et pourtant, on a perdu complètement cette dimension-là. Il y a une distinction totale entre ceux qui prennent des décisions et ceux qui risquent de les subir. Et donc il y a un biais dans les débats entre les énergies fossiles et les énergies renouvelables, parce qu'on demande aux gens de choisir d'un côté entre des énergies fossiles produites à des dizaines, centaines, milliers de kilomètres de chez eux, et des énergies renouvelables qu'on va produire au fond de leur jardin. Et donc, il y a un biais dans la question. Il y a une espèce de 2 questions dans la question. Il faudrait, pour que les gens puissent bien répondre, il faudrait qu'il y ait une unité territoriale et une symétrie dans le choix. Ça devrait être, au fond de votre jardin, est-ce que vous préférez des éoliennes ou une centrale nucléaire ? La réponse serait différente, évidemment, parce que du coup, ce serait des chauves-souris un peu perturbées ou Fukushima. Du coup, c'est différent. Bon. Donc, on ne devrait pas faire... Enfin, ça ne devrait pas être possible que les gens fassent des choix qui ne les impactent pas eux, et qui impactent d'autres personnes. D'accord ? Et donc, tout ceci pour dire quoi, en quelques mots, votre conclusion, tout ça, c'est quoi ? Ma conclusion, c'est que ce qui prime, en fait, c'est l'échelle de décision actuellement. Et on se trompe si on pense que c'est l'échelle de production. C'est-à-dire, c'est un peu la différence entre l'œuf et la poule. C'est pas, enfin, on pourrait se demander, est-ce que c'est des raisons environnementales, hein, des raisons écologiques qui poussent les gens à aller vers les énergies renouvelables, et alors du coup, c'est pratique parce que c'est des énergies qu'on peut gérer au niveau local, comme l'expliquait monsieur ici. Ou est-ce que c'est l'inverse? Est-ce que c'est parce que les gens veulent reprendre la main sur leur production d'énergie, veulent pouvoir participer aux décisions, que du coup ils s'orientent vers les énergies renouvelables qui permettent ça, justement. Hein, le sous-titre, enfin, c'était dans le communiqué de presse pour le festival maintenant, c'était, je cite, des citoyens qui veulent prendre en main la transition de notre société et apporter des réponses locales concrètes. Donc je pense que c'est ça qui prime, c'est les gens veulent avoir la main sur la production de l'énergie. Et si des citoyens se mettent ensemble pour produire leur énergie, ils vont pas se dire on va construire une centrale nucléaire, ils vont pas se dire on va creuser pour voir si on trouve du gaz de schiste. Ils vont se dire on va faire une éolienne, ou on va faire de l'hydraulique, ou du photovoltaïque, ou de la biométhanisation, etc. Donc c'est vraiment ça qui prime en fait. Et donc il faut comprendre que si on veut éviter d'aller au clash et d'aller à l'effet NIMBY à chaque fois, du coup il faut prendre les énergies renouvelables par cette voie-là, par la voie de la participation citoyenne. Donner plus la parole et le pouvoir de décision aux communes. Le plan POLEC, etc., c'est très très bien, parce que le plan POLEC, ça implique que les gens... C'est un effort des gens, madame expliquait. La commune, finalement, elle a peu de choses à faire, elle a ses propres bâtiments, etc., mais sinon, le gros de l'effort, c'est les gens qui vont changer leur consommation d'énergie, leur mobilité, leur maison, etc. Donc, il faut redonner du pouvoir aux communes, il faut faciliter la création de coopératives citoyennes, comme à Moucron, comme à NIRCOP, etc. Il faut favoriser les partenariats entre citoyens, pouvoir public, le privé, etc. C'est vers ça qu'il faut aller, si on veut éviter vraiment l'effet NIMBY, parce que les gens
je pense, ne s'opposent pas aux énergies renouvelables en soi, ils veulent juste pouvoir décider. Si c'est imposé par en haut, un fonctionnaire délégué, un ministre, etc., c'est comme ça qu'ils refusent parce qu'ils ont l'impression de subir juste les nuisances sans pouvoir en profiter et sans pouvoir décider. C'est ça le plus important. Donc, ma conclusion, c'est la participation citoyenne, et pour moi, c'est vraiment l'enjeu majeur de la transition énergétique. Et donc, il faut... Je voudrais, peut-être en bousculant un peu l'ordre, donner la parole à monsieur d'Outremont dans la salle. Est-ce que ça vous convainc? Est-ce que c'est vraiment ça la clé pour éviter les recours au Conseil d'État? Vous savez, c'est comme quand on a mal quelque part, si on met le doigt sur la plaie, ça fait très mal. Ouais. Et ce que vous décrivez magnifiquement bien, je trouve. Merci. Je m'excuse, mais Merci. ce sont les symptômes autour de la souffrance. Je crois que chacun des mots que vous avez employés a un contenu qui est juste. Merci. Il y a un contenu qui est juste. Alors évidemment, au moment où on arrive au bout, comment on va faire pour soigner le truc, ça c'est déjà un peu autre chose. Mais fondamentalement, je crois que vous avez absolument raison. Merci. Et je vous permets de récupérer, je vous dirais que votre description, c'est l'anti-NIMBY. Parce que vraiment, se concentrer sur le mot NIMBY pour éviter votre réflexion a retardé cette discussion de plusieurs années.